C'est un livre dont je voulais vous parler depuis longtemps, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, en vérité, qui est entré dans le top de mes livres préférés, qui est à la fois le livre parfait pour aimer la philo, même ceux qui n'aiment pas, quand on a des très mauvais souvenirs, vous allez aimer la philo avec ça. C'est un livre pour reconsidérer complètement notre société. Et c'est un livre qui m'a permis de mettre des mots beaucoup plus forts et beaucoup plus pertinents sur le travail que je fais avec Juste Milieu. Donc c'est vraiment ça que je veux vous présenter aujourd'hui, les amis, avec ce livre qui s'appelle Hypnocratie. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. C'est l'introduction. Alors, je vous l'ai dit aujourd'hui, je retrouve un peu mes premières amours de parler de bouquins. Vous savez, j'aime ça, de parler de littérature. Et on va prendre le temps. Ouais, on va prendre le temps. Je vais vous présenter des idées, je vais vous lire des passages, on va analyser un bouquin. Alors peut-être que oui, ça va être chiant. On va pas se foutre de la gueule de Marlène Schiappa, qui d'ailleurs on a appris qu'elle était enceinte. Bon, hein, d'où les bienfaits de la contraception. Elle est dure cette blague, elle est un petit peu dure. Je crois que je la retire. Et il aurait dû aussi. Non, c'est deux fois dur. Deux fois dur. Donc c'est sûr que ça va pas être la vidéo voilà, où il va y avoir plein de blagues, il va y avoir plein de séquences, de machin de bidule. On va analyser un bouquin qui est pour moi un bouquin primordial. Vraiment primordial. Et je pense que c'est un bouquin qui peut vous faire du bien. Si vous faites partie de ces gens comme moi qui en ont marre de tous ces scandales, qui comprennent plus un peu tout ce qui se passe, où on nous dit bleu le lundi, puis rouge le mercredi, puis vert le vendredi. Qu'une affaire succède à une autre affaire, on n'arrive plus à s'y retrouver. Ce bouquin va vous faire du bien au cerveau. Je vous assure, j'en réponds comme de moi-même. Alors, ce livre est sorti le 4 avril 2025, donc ça fait pas longtemps, un petit peu plus d'un mois, aux éditions Philosophie Magazine Éditeur. Donc je le remontre, la couve est très laide. Ça par contre c'est malheureux, mais la couve est dégueulasse, mais ce sont des choses qui arrivent. Et puis d'ailleurs, faut pas juger un livre à sa couverture. Ça m'a permis de trouver l'amour, hein, sinon je serais quand même bien dans la merde. Ce livre, déjà, et ce qui me plaît, c'est un véritable remède pour aimer la philo. Faites peut-être partie de ces gens qui ont des très mauvais souvenirs des cours de philo, où ça vous a fait chier, où c'était pas passionnant, où le prof était nul. Bref, on a tous un peu des mauvais souvenirs. On se dit la philo, c'est complexe, c'est pas pour moi, j'y connais rien, c'est trop tard, on baisse les bras. Et bien ce livre va vous faire aimer la philo. Parce que la philo, c'est pas que oui, Descartes a dit ça, oui, on a un philosophe moldave qui nous a livré un texte formidable au XIVe siècle. La philo, c'est pas que ça. Étymologiquement, c'est l'amour de la sagesse. Donc c'est regarder ce qui se passe autour de nous et essayer de le comprendre autrement. Même de comprendre le monde autour de nous, mais de comprendre aussi qui on est. Quand on a une émotion, quand on a une pensée, quand on a un comportement, qu'est-ce que ça dit de nous? C'est aussi ça. Tu vois, la philo, c'est pas juste le truc poussiéreux où on va se taper la moustache de Nietzsche qu'on embrasse, qui est derrière, tu vois. C'est pas que ça. C'est quelque chose qui peut être très utile au quotidien. Dans vos relations amicales, amoureuses, pour comprendre le monde, pour comprendre vos contradictions. Pourquoi parfois on se comporte comme un salaud. Tu sais, on a tous en tête cette situation de gens qui sont au bar, tu sais, deux amis. Ouais, non, mais putain, t'as vu là, les riches, ils ont plein de pognon, ils pensent pas aux pauvres. Puis là, à ce moment-là, t'as un clodo qui passe, qui fait la manche. Et tout le monde prend un sourire poli de non, désolé, j'ai pas de monnaie. Tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire de nous? Ce genre de situation, ce genre de contradiction, où dans les discours, on serait prêt à donner notre chemise à un malheureux, et quand vient le moment d'agir, ben là, il n'y a plus personne. La philosophie nous aide à comprendre ça. Il y a plein de courants philosophiques passionnants. On peut parler par exemple du stoïcisme, qui est l'un de mes courants préférés, avec cette phrase qui est un adage, au jour le jour. Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ce qui ne dépend pas de toi. C'est une phrase que j'adore, qui m'aide au quotidien pour vous dire. Alors, ça ressemble à du développement personnel. Mais le développement personnel n'a absolument rien inventé. Tout est dans la philosophie. Cette phrase que j'aime beaucoup, les amis, elle est toute simple. Elle est toute simple. Ça veut juste dire, ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ce qui ne dépend pas de toi. C'est que, tu vois, par exemple, on est dans une situation où on demande une augmentation à son patron. Voilà, c'est l'entretien de fin d'année. On se dit, bon, ben voilà, je vais demander 500 balles en plus sur l'année. J'espère que ça va passer. Et on est stressé. Et on se dit, putain, il y a 2 semaines de vacances jusqu'à la reprise. On est stressé, on dit, mais est-ce que je vais la voir, est-ce que je vais pas la voir? On fait des plans sur la comète. Et bien, le stoïcisme en philosophie va vous aider à accepter l'idée que, ben, au fond, on s'en fout.
On s'en fout parce que vous avez 2 semaines de vacances avec vos enfants, avec vos amis, dans votre famille. Vous allez faire des choses super. Vous allez manger des choses que vous aimez bien. Vous allez faire la fête. Vous allez vous promener. Et au fond, ce que vous allez faire ne va pas changer l'issue finale de savoir si vous allez avoir l'augmentation ou pas. Au fond, que vous vous preniez la tête, que vous soyez stressé ou que vous n'y pensiez pas du tout, ça ne change pas l'issue finale. Ça ne changera pas votre obtention ou non de la prime. C'est ça le stoïcisme. C'est d'accepter que parfois, on s'engage dans des choses et il y a des temps de latence où on attend, où on stresse, où on se pose des questions et qu'en fait, ça ne dépend pas de nous. Vous pouvez être le plus stressé du monde ou le plus détendu, ça ne changera pas l'issue finale de ce qui ne dépend pas de vous. Et c'est vraiment une école philosophique que j'aime beaucoup et qui est très importante, qui est vraiment très importante. Peut-être qu'on en fera une vidéo si ça peut vous intéresser. Après, attention, je ne suis pas philosophe ni prof de philosophie. Je suis passionné de philosophie, mais je vous en parle voilà, comme un copain au bistrot. Je vous raconte ce que j'ai appris, mais ça ne va pas plus loin. Je n'ai pas d'autres prétentions. Donc, tout ça pour dire que ce bouquin est dans cet ordre d'idées. De la philosophie qui vous aide, la philosophie qui fait du bien, qui nous dessille un petit peu, comme on dit. Un bouquin en plus qui est assez facile à lire, donc je vous dis, ça fait 150 pages environ, mais pas très grand. 150 pages avec des phrases courtes, incisives, très marquantes, où on comprend tout de suite ce que ça veut dire, il n'y a pas de langage trop compliqué. Et surtout, c'est un livre, et vous allez me dire, mais mon Dieu, Rémi, qu'est-ce que c'est que je ne comprends pas? Vous allez me dire, enfin, je vais vous le dire d'abord, et je vais vous le dire, et j'ai plus de bracelet. C'est un livre pour comprendre comment vaincre le système en acceptant que nous avons déjà perdu. Vous allez me dire, tiens, c'est marrant, je sens que ça va être chiant. Je sens que c'est compliqué. Eh bien, vous allez voir. Parce qu'on a en plus des solutions pratiques que l'on peut appliquer au quotidien. Alors, ce livre a été écrit par Janwei Shun. Alors, je pense que ça se dit comme ça, X-U-N, voilà, dans les langues asiatiques. Je pense que ça se dit comme ça. Et il y a plusieurs idées. Il y a plusieurs idées principales. Alors, je le dis très franchement, je vais vous présenter ce que moi j'ai adoré, les amis. Mais vraiment, lisez ce livre. Peut-être que la lecture, c'est pas votre truc. Peut-être que ça vous ennuie. Peut-être que... Voilà. C'est garanti. Garanti juste milieu, le tampon. Vous allez apprécier ce livre. Donc vraiment, lisez-le. Il y en a pour 13 balles. C'est 13 €. Lisez-le, c'est 150 pages. Vous pouvez y aller chapitre par chapitre. Les chapitres sont pas très longs, tu vois. Ils font 2-3 pages max. Vraiment, lisez-le. Dans les idées générales. Déjà, pour définir le concept d'hypnocratie. Parce que, vous avez vu, c'est un petit peu la mode en ce moment. Il y a plein de termes comme ça pour essayer de caractériser notre société. Il y a l'idiocratie, la malacratie, l'oligarchie. On navigue entre plein de termes un peu différents, on ne sait pas trop. L'hypnocratie, je vous le dis, ce que nous explique l'auteur. Pour lui, je cite, « L'hypnocratie est donc la forme parfaite du capitalisme à l'ère moderne, un système où les pouvoirs économiques, politiques et technologiques convergent dans la capacité d'induire, de maintenir et de moduler des états de transe à l'échelle mondiale. Par état de transe, l'auteur entend une soumission à un récit auto-administré ou administré. » Alors là, vous allez me dire, Rémi, t'es sympa, tu nous avais dit que ça allait être facile, on comprend rien. Je vous donne la définition, mais qui est ensuite bien développée, démontrée dans le livre, pour prendre une image très simple, que tout le monde va comprendre. L'hypnocratie, c'est une grosse lasagne. Je ne vous dis pas ça parce que j'ai faim et que je suis un glouton. Je vous dis ça parce que c'est vraiment l'image. Nos sociétés, en tout cas notre société occidentale, fonctionne comme une grosse lasagne. C'est-à-dire que le pouvoir des entreprises, le pouvoir financier, le pouvoir économique, culturel et évidemment le pouvoir politique, tous ces pouvoirs-là fonctionnent avec des couches de réalité. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner des récits. Ils vont vous donner des récits, ils vont faire des récits qui vont s'accumuler les uns sur les autres. D'où l'image de la lasagne. Vous allez avoir le politique qui va vous donner un récit. Puis les entreprises, par exemple, je ne sais pas, Airbnb va vous donner un autre récit. Dans notre quotidien, on est entouré de ces récits-là. Même dans notre vie personnelle. Et l'hypnocratie, c'est ça. C'est un état, donc l'auteur parle de la forme parfaite du capitalisme, où il y a une couche telle de récits superposés dans le même temps que cela crée une forme d'hypnose consentie, où les individus vivent dans une accumulation de récits. C'est-à-dire, Trump a été élu, Macron a fait un câlin à un terroriste, les impôts augmentent de 12%, la taxe sur les sodas, Mbappé a mis 3 buts. Et en fait, cette accumulation permanente de récits fait que nous entrons dans une forme d'hypnose. Et l'hypnose,
s'arrête par un choc. Et pour l'instant, ce choc ne vient pas. Et le système a besoin de l'absence de choc. Donc ça, c'est pour la définition un petit peu générale. Je vais développer sur plein de choses. Comment est rendue possible l'hypnocratie? C'est avec ce que l'auteur appelle l'économie de l'attention ou aussi l'économie de la transe. C'est-à-dire le fait d'entrer en transe, en vérité, c'est un petit peu comme l'hypnose. C'est d'entrer dans un état où nous ne nous appartenons plus vraiment. Une forme d'aliénation. C'est-à-dire que on est dans notre corps, on est bien là, on est conscient, mais on se rend compte qu'on rentre dans un état de conscience altéré. Exactement. C'est ça l'hypnose. C'est ça l'hypnose. L'auteur nous dit que le système actuel pour se maintenir a besoin de ce système d'induction de transe collective. Et là, vous allez comprendre avec des exemples très simples comment fonctionne l'hypnocratie. C'est-à-dire comment on met dans le cerveau des gens des récits pour que les gens oublient de voir ce qu'ils voient. Je vous en parle souvent de ça. Je vous en parle souvent. Voir ce qu'on voit. Eh bien, nous ne sommes plus capables de ça. Un exemple tout con, après je vous donnerai ceux du livre, tu vois, j'ai pris mes petites notes, hein, tu vois. Un exemple tout con, c'est celui de l'industrie pharmaceutique. On fait des grands raisonnements en disant c'est Big Pharma, c'est machin, c'est bidule. Mais au fond, l'idée de Big Pharma, on a inventé un nom qui fait peur de Big Pharma, paraphrasant Big Brother d'Orwell, mais au fond c'est con, c'est complètement con. On n'a pas besoin d'inventer la grande figure de Big Pharma pour comprendre qu'un laboratoire pharmaceutique n'a aucun intérêt à soigner les gens. C'est une entreprise. Et comme toute entreprise, il a besoin de gagner du pognon. Nous, chez Juste Milieu, on vous vend des revues, on vend des livres, on vend des choses comme ça, parce qu'on a besoin de gagner du pognon pour financer nos activités, pour se rémunérer, pour exister. Donc, toute entreprise poursuit un but financier. Mais on nous a raconté un récit. On nous a mis un récit dans la tête en disant « Non, mais en fait, Pfizer, s'ils vous vendent 5 doses de vaccin à faire en moins de 2 ans, c'est pas du tout une forme d'abonnement qui vise à justement à ce que vous ayez le Covid pour continuer à vous vendre des vaccins. S'ils font ça, c'est pour votre bien. » Et la main sur le cœur, on vous raconte ça. Mais c'est absurde. Et pourtant, quand je vous dis ça, vous allez me dire « Mais Rémi, c'est ridicule. » Enfin, oui, évidemment, c'est du bon sens. Sauf que ce bon sens, on l'a complètement oublié en temps de Covid. Qui vous disait ce que je vous dis là ? Un patient guéri est un client perdu pour l'industrie pharmaceutique. Donc il n'y a même pas besoin de construire la figure de Big Pharma qui va un peu déréaliser les choses et qui va d'ailleurs permettre aux fact-checkers de dire « Ah ouais, c'est complotiste qui croit en Big Pharma ». Mais non, c'est un ordre économique tout à fait classique d'une entreprise qui doit garder ses clients. Donc c'est ça l'hypnocratie. C'est la capacité du système à construire des récits enracinés volontairement dans le cerveau des gens pour créer un état d'hypnose. L'auteur nous prend d'autres exemples. Je vais vous lire, c'est page 11. Je vous donne les repères, si vous avez lu le livre ou si vous comptez le lire. Comme ça, vous avez des repères de passages que moi j'ai soulignés et que je voulais vous partager. L'économie des plateformes est donc une économie de transe. Poursuivons les révélations. Uber ne vend pas des courses, il vend le rêve de l'entrepreneuriat indépendant. Airbnb ne loue pas de maison, il vend des fantasmes de vie alternative. Amazon ne livre pas de produits, il distribue des micro-épanouissements dopaminergiques. Donc la dopamine, c'est une hormone, si je ne dis pas de conneries, qui est sécrétée dans notre cerveau. Et c'est ce qui va faire, la dopamine, c'est ce qui fait, par exemple, dans les casinos. Ce qui vous donne envie de jouer au casino en permanence, c'est que votre cerveau sécrète de la dopamine entre deux moments où vous allez jouer. Et c'est ce qui fait que parfois on se dit « j'arrive pas à me retenir ». C'est ça la dopamine. Donc Amazon fonctionne pareil, comme un casino où tu achètes sans cesse. L'intelligence artificielle n'émule pas l'intelligence humaine, elle perfectionne les techniques d'induction hypnotique. La gig economy n'est pas seulement une précarisation, c'est l'induction d'une transe de travail permanente où l'auto-exploitation est vécue comme une liberté. Enfin, le smart working n'est pas seulement du travail à distance, c'est la transformation de toute vie en travail. Sur le dernier exemple, il est frappant. Vous avez vu, avec le Covid, on a accéléré la société du télétravail. Tu sais, où les gens travaillent chez eux et on nous dit c'est super, vous vous rendez compte, on peut faire du pain, on peut torcher les gosses, on peut arroser son jardin, c'est extraordinaire. Sauf que le télétravail, c'est l'état du travail permanent. C'est-à-dire, jusqu'à présent, nous avions un lieu de travail et un lieu de vie. Là encore, c'est un peu con ce que je vous dis. Mais avec le télétravail, il n'y a plus de séparation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rupture. Quand on dit métro, boulot, dodo, en fait, c'est super important, la partie métro. Parce que tu passes d'un état à un autre, d'une situation de travail à une situation de ta vie personnelle. Mais le télétravail, c'est
boulot, dodo. Il n'y a plus de passage d'un état à l'autre. Il n'y a plus de passage d'un lieu à un autre. Donc le télétravail, c'est l'état du travail permanent. Et on a tous vécu ça. En tout cas, moi, quand je travaillais pas encore pour Juste Milieu, enfin chez Juste Milieu, je travaillais dans une autre entreprise où il y a eu le télétravail. Ben, avant, dans l'entreprise où je travaillais, avant le Covid, quand il n'y avait pas encore le télétravail, ben, ma journée elle devait finir à 18h. C'était parfois 17h50, 18h15, ça dépendait, comme tout le monde. Sauf que quand tu es en télétravail, elle s'arrête quand ta journée? Parce qu'au fond, tu travailles sur un ordinateur qui est tout le temps là, avec un téléphone qui est tout le temps là. Si on t'appelle à 19h, est-ce que tu es vraiment chez toi, au fond? Parce que tu es encore un peu au bureau, d'une certaine manière. Donc, l'hypnocratie, c'est ça. C'est d'avoir fait accepter aux gens que le télétravail, c'était la liberté. C'était le travailleur nomade qui peut travailler d'où il veut. Le télétravailleur travaille certes d'où il veut, mais potentiellement, il travaille tout le temps. Donc, c'est pas une liberté. C'est absolument pas une liberté. Et c'est ça l'hypnocratie. C'est la capacité du système, là en l'occurrence on parle du système économique, donc des entreprises, qui vont construire des récits et les enraciner dans les esprits des gens. Et là, il faut bien voir la différence, parce qu'on peut se dire, oui mais ça c'est du marketing. Au fond, vanter les mérites d'un produit et mettre en avant des qualités qu'il n'a pas, c'est de la propagande. On pense à Propaganda d'Édouard Bernays, le père de la discipline. C'est de la propagande, c'est du marketing. Mais là, on va au-delà, parce que c'est toute une société qui se met à enraciner ces discours hypnotisants dans les cerveaux des gens. Et très franchement, moi, au moment du Covid, je me disais, bah, le télétravail, c'est super. C'est vrai que c'est cool, on est à la maison, c'est sympa, c'est machin. Mais en fait, non, parce que c'est l'état de travail permanent qui ne dit pas son nom. Donc c'est la productivité à domicile. Donc la productivité tout le temps, parce que vous n'avez plus de domicile, c'est votre bureau. Donc, vous avez compris l'idée. Je ne vais pas expliciter les autres exemples d'Amazon et tout ça. Vous avez compris la logique, en fait, qui va au-delà du marketing, car c'est tout un système capitaliste qui enracine dans le cerveau des gens ces raisonnements. Un autre élément, et là encore, je vous dis, je vous prends vraiment les grands piliers, les amis de ce livre, que je trouve brillants, que je trouve vraiment brillants, et que je vous invite à lire. Véritablement, les amis, faites cet effort-là, soyez exigeants vis-à-vis de vous-même, et vous serez fiers d'avoir lu ce bouquin, parce que vous allez vraiment apprendre des choses et changer de regard sur plein de choses. Je vous en parle avec joie, parce que ça a été le cas pour moi. Vous allez voir, à un moment donné, ça m'a fait changer d'avis sur certaines choses, hein. Donc je vous partage, voilà, je n'ai pas la science infuse, je suis content d'avoir lu un bouquin, je vous en parle. Sur l'inefficacité de la dissidence. C'est un des grands raisonnements du bouquin, et là je me le mets volontairement dans le museau, parce que moi sur le papier, médias alternatifs, dissidence. Et bien ce bouquin m'a fait évoluer sur le travail même que je porte avec Juste Milieu, avec l'articulation de l'inefficacité de la dissidence et, dans le même temps, l'absolue nécessité pour l'hypnocratie. Comment la dissidence permet au système de se maintenir. Je vais vous lire un passage, page 61, là encore, je vous donne les repères, sur l'illusion de l'action dissidente. Je vous lis. L'architecture contemporaine des plateformes numériques a perfectionné cette illusion. Considérons l'anatomie de l'activisme numérique. Une crise émerge, les hashtags prolifèrent, les images de profil changent, les pétitions circulent. Chaque participant a l'impression de contribuer à un mouvement, de faire partie d'une poussée collective vers le changement. Mais cette activité frénétique finit souvent par neutraliser la véritable énergie politique, transformant les demandes urgentes de changement systémique en gestes performatifs stériles qui s'épuisent dans leur exécution même. C'est un passage crucial. Et franchement, j'ai pris une petite gifle. Je ne vais pas vous mentir. Parce que, vous l'avez vu, avec l'euthanasie sans limite, on a créé une page où on met toutes les informations, mais il y a un bloc de pétition. Et bien tu vois, ça m'a fait réfléchir en me disant, ouais, ce bloc de pétition, au fond, il est nécessaire. Mais c'est l'illusion de l'action. Ça va donner l'impression aux gens, et ça donne l'impression aux gens, et je l'assume, que signer cette pétition, d'une certaine manière, c'est agir. C'est faire quelque chose contre le système. Mais le système n'a pas peur de ça. Parce qu'en plus, la pétition, elle est relayée sur Twitter, elle est relayée sur les réseaux, elle alimente la machine algorithmique qui elle-même va construire ensuite des récits hypnotisants. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est là où ce livre m'a donné, vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs dans mon discours ces dernières semaines, je vous dis, je l'ai lu il y a environ un peu moins d'un mois, quand j'étais en Normandie-Bretagne, en avril. Ce bouquin, justement, m'a permis de muscler mon discours. Et que maintenant, je vous invite au relais numérique. Je vous invite à signer ces pétitions, à agir là-dessus.
mais surtout, surtout, à être engagé sur le terrain, d'aller parler avec votre voisin, d'en parler avec votre famille, dans le sens du débat, c'est-à-dire pas pour créer des disputes, mais pour partager le message. Le véritable engagement, il est là. L'un des enseignements du bouquin, et qui est majeur, qui est vraiment très important, et que je vais m'appliquer de plus en plus dans le discours de juste milieu, qui est vraiment de dire la véritable action, c'est celle qui échappe aux algorithmes. C'est celle qui échappe aux plateformes. La vraie action, elle est dans la vraie vie. Ça peut sembler con, ça peut sembler naïf, mais il y a beaucoup plus de force et le système a beaucoup plus peur que vous parliez à votre voisin plutôt que vous ne retweetiez quelque chose ou de signer une pétition. La vraie peur, c'est que les gens s'assemblent, c'est que les gens parlent. Et là-dessus, pour me brosser un peu dans le sens du poil, je m'en mets dans la gueule et c'est normal, mais parfois j'ai envie d'être un petit peu fier, l'idée du spectacle, c'est aussi celle-là. C'est aussi l'idée de rassembler des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais rencontrés et qui pourtant sont au même moment, au même endroit et se rendent compte qu'ils ont un point commun, à savoir leur appartenance à la communauté juste milieu. Donc naturellement, ça crée des liens où les gens ont comme une sorte de confiance à se dire tous ceux qui sont là, c'est pas des fact-checkers, en gros. C'est pas des gens qui vont me prendre pour un complotiste. Ce sont pas des gens qui vont se moquer de moi. Parce que s'ils sont là, c'est qu'au fond, ils sont un petit peu comme moi. Et tu vois, je suis plutôt fier de ça, de me dire cet engagement concret, le fait que les gens s'unissent, que les gens se rencontrent, juste milieu, il contribue de manière minuscule avec nos petits bras, mais on le fait. Et l'idée du spectacle, c'est aussi ça. C'est que là, à Bordeaux, ce sera la 37e date. Et aujourd'hui, on a réuni entre, je sais pas, on doit être à autour de 5000 personnes avec toutes les dates. Et on a réuni 5000 personnes. Ah ouais, on est 68 millions en France, c'est vrai que c'est bubule. C'est bubule. Mais c'est 5000 personnes qui ont eu une occasion de se rencontrer, de trinquer, de boire un coup, et de se dire, tiens, putain, c'est marrant, toi, t'habites dans tel bled, j'ai ma tante, elle habite là-bas, j'y vais souvent. Prends mon numéro, on se revoit. Ça me plaît. Donc, modestement, j'ai envie de contribuer à ça, justement. De contribuer à porter ce message qui est de dire, regardez les gilets jaunes, de toute façon. C'était ça. Aujourd'hui, la pétition juste milieu, je suis assez naïf. Je suis naïf, donc j'essaie d'être assez lucide là-dessus. On peut avoir 5 millions de signatures, ça ne changera rien. Je suis très clair là-dessus. Le gouvernement s'en branle complètement. Par contre, vous avez 5 fois moins. Vous avez 1 million de gens à travers la France qui manifestent sur des ronds-points. Là, c'est plus la même. Là, c'est plus la même salade. Regardez comment ils ont maté la rébellion. Je parle un peu comme dans Star Wars. Regardez comment ils ont fait. Parce que là, c'est la vraie vie. Là, c'est des vrais gens qui se parlent. Et là, il se passe quelque chose. Le gouvernement a peur de ça. Demain, on peut avoir une pétition même à 10 millions. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qui les oblige? Par contre, si tu as 10 000 personnes devant la mairie de Bordeaux ou Saint-Étienne ou Strasbourg ou je ne sais quelle ville, c'est plus la même paire de manches. Et si dans les 10 000, tu as des forces de l'ordre qui disent à leurs collègues « Non, mais en fait, c'est bon, laissez, on va faire », c'est plus du tout la même paire de manches. Donc, ce livre nous met un peu tous une torgnole et nous rappelle que la vraie action, c'est pas un commentaire YouTube, c'est pas un retweet, c'est pas signer une pétition. Et je vois dans le chat Marcel Zoro qui me dit « Tu la vends mal ta pétition, Rémi ». Mais justement, je veux pas la vendre. Je veux pas la vendre, je veux pas vous mentir. Je suis tout à fait conscient que ça changera rien. Et moi, l'idée de signer cette pétition, vous le savez, je suis très clair avec ça. C'est que pour ceux qui le veulent, il faut cocher une case. Vous intégrez notre newsletter, on vous tient au courant et on vous envoie les informations. Vous les recevez dans la boîte lettres, dans la boîte à mail, vous recevez les informations et vous êtes abreuvé de ces informations-là pour les partager derrière. L'intérêt que j'y vois, c'est celui-là. C'est d'alimenter ma newsletter et d'avoir un contact direct avec vous pour vous donner les informations. Donc justement, je ne veux pas la vendre, ma pétition. Je n'ai pas besoin de vous mentir. Je suis tout à fait clair. Si je vous disais que le gouvernement allait trembler de 15 000 signatures, je serais une pompe à vélo. C'est pas vrai. De toute façon, même quand il y a plus de 500 000 signatures sur une pétition sur le site de l'Assemblée nationale, ils en ont rien à foutre. Donc, on va être très clair. Le vrai engagement, il est dans la vraie vie. Et là-dessus, oui, c'est pas parfait. Oui, je pourrais faire davantage, mais je sais que je m'engage. Je sais que je m'engage sur le terrain. Et que tu vois, là, en ce moment, je me farcis un peu les francs-maçons. On va être très clair, tu vois. Rien ne me garantit que je vais pas avoir des dates de spectacle annulées. Alors, j'espère être complotiste et j'espère que ça n'arrive jamais. On va être très clair. Mais dans le délire complotiste qui est de dire que les francs-maçons pèsent dans les municipalités, peut-être que demain, je vais avoir des dates annulées, que je vais perdre du pognon.
qu'il y a des gens qui ont pris leur billet, je vais devoir les rembourser, et que ça va annuler l'occasion de faire un bel événement. Bah, tu vois, l'engagement numérique, j'ai envie de le coupler d'un engagement physique, dans la vraie vie, de vous rassembler, où on peut se rencontrer, on peut faire des choses. Et donc, ce livre nous remet un peu les idées en place, et nous dit, ne nous leurrons pas. La vraie action, c'est pas un retweet, c'est pas une pétition. La vraie action, c'est parler à son voisin. Et là-dessus, je salue et je tire mon chapeau à Louis Fouché, que j'aime beaucoup, que j'admire même, et qui porte ce message-là. Dans son dernier bouquin, Traverser la peur, il me semble que c'est le dernier, je ne veux pas dire de bêtises, dans son bouquin, il pousse ce message-là. Il y a plus de vivacité, il y a plus de force, et ça crée plus de peur dans la tête du système, des gens qui prennent l'apéro, plutôt que des gens qui signent des pétitions. Donc, n'oubliez jamais ça. Et le livre nous le rappelle. J'enchaîne, les amis, parce que je suis tellement passionné par ce bouquin que vraiment, je voudrais tout vous dire, mais je veux absolument que vous le lisiez. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. J'ai envie d'être exigeant avec vous et de vous dire, voilà, il y a des devoirs, et si on veut regarder le juste milieu, il faut être exigeant, il faut être rigoureux, il faut faire des choses. Un autre volet très important, et il y en a plein d'autres, évidemment, hein, sur l'intelligence artificielle. Alors pareil, j'ai trouvé ça brillant comme analyse, parce que, en gros, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, il y a ceux qui vont te dire c'est la menace numéro 1, c'est Terminator. Et tu as ceux qui vont te dire on n'en a rien à foutre, c'est un outil de milliardaire. Et là encore, le bouquin nous dit quelque chose d'intéressant sur la jonction intelligence artificielle-hypnocratie. Comment l'intelligence artificielle nourrit et maintient le système hypnocratique. On nous dit, page 21, ce qui rend l'IA particulièrement adaptée au contrôle hypnocratique n'est pas sa capacité à tromper, mais sa capacité à générer simultanément de multiples versions vraisemblables de la réalité. On nous dit que le système doit simplement maintenir autant de versions que possible en circulation perpétuelle. Et c'est là où c'est intéressant. Et là encore, ça nous remet un peu dans le droit chemin. Je vous disais tout à l'heure, la capacité de la philosophie à questionner nos actions du quotidien. La philosophie, c'est pas que des raisonnements nébuleux comme ça dans le ciel, des trucs où la vérité, je sais pas quoi et tout. Non, non, c'est vous, c'est nous, c'est au quotidien. C'est notre corps, c'est nos actions, c'est nos idées, c'est tout ça. Donc c'est très pratique. Et sur l'intelligence artificielle, ça nous met un peu une gifle dans la gueule qui est de dire attention, parce que l'intelligence artificielle, c'est le piège ultime du système. Je ne vous parle pas des images, vous savez, des montages par IA où on va mettre n'importe quel personnage connu dans des situations absurdes. Et ça ressemble à la réalité, c'est le principe d'un montage. Ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où on va déléguer l'usage de notre cerveau à l'IA. Vous avez vu sur Twitter, aujourd'hui, tu as la fonctionnalité, quand tu vois un post, tu peux dire dis Grok ou dis-moi Grok, là, je sais pas quoi, et automatiquement, l'intelligence artificielle de Twitter va répondre à ton message et faire une analyse générée par IA. Et l'erreur n'est pas de dire c'est dangereux, je rejette en bloc, ou c'est super et je prends ça pour parole d'évangile. L'erreur, c'est de penser que l'analyse de l'IA est supérieure à ce que notre cerveau pourrait produire. Évidemment, je suis conscient que la capacité des machines est supérieure à notre cerveau. On est évidemment d'accord. Et quand je parle de cerveau, je ne vise pas Aurore Berger, naturellement. Mais pour autant, ça n'est pas parce qu'il y a des super calculateurs géniaux qui sont super, qui font plein de trucs très très vite, que c'est vrai. Comme dit l'auteur d'Hypnocratie, c'est une version vraisemblable de la réalité. On a envie de se dire, voilà, il y a tellement des gros calculateurs que c'est exact. Non, 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 non. C'est une analyse tout aussi subjective que celle de votre cerveau. Et l'hypnocratie, prétendant dénoncer l'intelligence artificielle, eh ben en vérité, on a profondément besoin. Parce que cette IA permet de générer, je reprends l'image de la lasagne que je prenais tout à l'heure, cette IA permet de générer des versions semblables de la réalité, comme autant de couches sur notre lasagne. Donc c'est là où il y a un piège et il faut être attentif à ne pas déléguer l'usage de notre cerveau et à ne pas être dans une confiance aveugle en reconnaissant ce qu'est véritablement l'IA, un outil pratique, mais s'il est pratique pour vous, c'est qu'il est pratique pour le système. Et page 24, par exemple, l'auteur nous dit nous ne devons ni la diaboliser, en parlant de l'IA, ni la célébrer comme une utopie technologique. Nous devons la comprendre comme un nouveau type de champ hypnotique avec lequel nous devons apprendre à coévoluer. Donc, c'est ça vraiment l'idée, qu'un rappel peut-être un petit peu plus basique que je vous disais tout à l'heure, mais que je trouve très intéressant. Alors,
pour continuer, les amis, et je vais arriver vers un peu mon avis général là-dessus et la conclusion, pas que ce soit trop long, voilà, et pas trop dense non plus. Il y a une petite surprise sur la conception du livre. Voilà, je vous divulgage pas tout. Il y a plein d'autres idées passionnantes dans le livre. Je vous donne vraiment ce qui, moi, m'a plu et j'ai hâte d'en reparler avec vous. Je vais vous donner mon adresse mail après et je veux que tous ceux qui ont lu le livre, sur la base de cette vidéo, vous m'écrivez. Et c'est très important, on va faire le club de lecture juste milieu. Ça pourrait être une belle idée, ça pourrait être chouette. Ce livre était conçu d'une manière curieuse. Je peux pas vous en dire plus, mais c'est un coup de génie. Franchement, c'est un coup de génie. Je trouve que l'idée est géniale. Je ne peux pas vous en dire plus, mais l'auteur Janwei Shun, il y a quelque chose derrière. Il y a quelqu'un derrière, je ne peux pas vous en dire plus. Et j'ai trouvé ça brillant. J'ai trouvé ça brillant, je vous laisse, vous allez découvrir en lisant le livre, hein, ils le disent. Je ne vous en dis pas plus. Donc, sur l'avis général, les amis, que j'ai de ce livre, et surtout sur l'aspect positif. L'aspect positif de ce bouquin, c'est que c'est une sorte de gifle. Comme je vous l'ai dit, ça nous remet quelques idées en place, ça nous pousse à penser contre nous-mêmes, parce que la philosophie, c'est aussi ça. La philosophie, c'est aussi parfois de penser contre soi-même, d'apprendre à se dire, j'ai dit ça, j'ai fait ça, j'ai pensé ça, mais je me suis planté. Je me suis planté. Et c'est le plus dur. C'est le plus dur. Vous connaissez ma position sur, par exemple, les gens qui ont fait l'injection Covid-19. Moi, je milite pour que ceux qui ne l'ont pas fait, qui en veulent au système, qui en veulent à tout ça, surtout ne s'en prennent pas à ceux qui ont fait l'injection et qui se rendent compte qu'ils ont fait une connerie. Parce qu'au contraire, c'est le plus dur de penser contre soi-même. C'est le plus dur de revenir sur ses actes. C'est simple, quand on est chippé en train de mentir, tu sais, les petits mensonges à la con, ça fait pas plaisir. Confesser un mensonge, c'est ça. Confesser un mensonge, c'est penser contre soi-même. Par exemple, je sais pas, quand le plus dur, c'est le cas d'une rupture, par exemple. On va être très clair. Le cas le plus rude de penser contre soi-même, c'est par exemple votre copine ou votre copain, qu'importe. Vous avez une confiance folle. Vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse, vous avez tout ce que vous voulez. Et on vous met la preuve parfaite que cette personne vous a trompé. On est dans le déni. Et le déni, c'est ça. Le déni, c'est l'incapacité à penser contre soi-même. C'est de dire, malgré la preuve indubitable qu'on vous met devant les yeux, vous dites non, c'est pas possible. Ça doit pas être lui, ça doit être l'IA, justement, ça doit être je sais pas quoi. Penser contre soi-même, c'est ça. C'est d'éviter l'état de déni, quelle que soit la situation. Et donc, ce livre nous pousse à faire ça. Et c'est pour ça que c'est un exercice que je trouve vraiment, vraiment super. Et il nous donne aussi des solutions. Il nous donne des pistes pour affronter ce système. Parce que vous allez comprendre en lisant le livre que le système est plus fort que nous. Vous avez compris, avec les outils dont il dispose, la force dont il dispose, on ne peut pas battre le système. Par contre, on peut apprendre à vivre dedans. Parce qu'il est indépassable, ce système. C'est là où je vous disais, dans l'introduction de cette vidéo, je vous disais, c'est un combat perdu d'avance, mais qui mérite d'être mené. C'est la définition du panache à la française. Comme disait Charette, au moment des chouanneries en Vendée, qui disait « combattu souvent, abattu... » Non, c'était quoi ? « Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. » Voilà. Et c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment ça. C'est de mener un combat qui a l'odeur de la défaite, qui a le goût de la défaite. Et pourtant, il doit être mené. C'est le panache. Et il faut qu'on ait du panache. Et du panaché même, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Et le livre nous invite à ça. Je vous dis par rapport à l'incapacité à vaincre le système, mais comment bien vivre dedans, en gros. Aucun éveil n'est possible. L'alternative n'est pas de chercher une échappatoire, mais d'apprendre à déchiffrer les codes qui régissent l'illusion. Il faut s'éduquer à habiter le seuil, cet espace intermédiaire où la présence peut se maintenir dans l'altération, car la réalité n'a pas vraiment disparu, elle est devenue un reflet. L'illusion n'a jamais été aussi réelle, et l'idée de réalité n'a jamais été aussi illusoire. Donc, la vraie solution, elle est là, les amis. Elle est d'accepter le fait que ce système soit insaisissable. Page 28, l'auteur a une formulation que je trouve sublime, et vous allez comprendre en lisant le livre en plus à quel point elle fait sens. Il dit qu'il faut maintenir la lucidité au sein de l'illusion elle-même. C'est-à-dire d'accepter l'idée que notre système soit fait d'illusions, et qu'au fond, Macron, pour prendre des exemples concrets, c'est l'hypnocratie. Le lundi, il fait un câlin à un djihadiste. Le vendredi, il fait un discours sur TF1 où il parle de l'euthanasie. Le mardi, il boit une bière dans le vestiaire du top 14. C'est ça l'hypnocratie. Et le plus fou,
Un comportement de fou serait de vouloir trouver du sens là-dedans. Comme disait Einstein, la folie, c'est répéter tout le temps la même chose et s'attendre à un résultat différent. Et plus légèrement, comme disaient des proches, c'est comme se masturber avec une râpe à fromage, beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Donc, c'est ça la vraie folie. Et vous avez peut-être compris aussi dans mes positions plus récentes et les éléments d'analyse que j'essaie de vous proposer, j'essaie vraiment de prendre du recul, beaucoup de recul. Pas pour jouer au plus malin, mais parce que sinon on va devenir fou, on va devenir taré. L'histoire du mouchoir, vraiment en témoigne la farce tranquille de cette semaine. Alors, on pourrait penser qu'à chaque fois je veux dire des trucs différents de tout le monde pour jouer au plus malin. Peut-être que cette impression est juste, il n'y a pas de problème. Mais quand je vous disais que l'histoire du mouchoir, pour moi, était ridicule, parce qu'au point où on en est-ce qu'on a vraiment besoin de prouver que Macron est drogué? Depuis 2017, non seulement les preuves s'accumulent, mais au pire, même si c'est pas vrai, il n'empêche que ce monsieur est un tyran fou. Donc la folie, c'est de regarder chaque couche de notre lasagne de l'hypnocratie en essayant de lui trouver du sens. Alors que le lendemain, il y a une autre couche. Puis on va vous rappeler la couche d'avant. Puis il y aura encore une autre couche le surlendemain. Et à chaque fois, on veut trouver du sens à ce qui profondément n'en a pas. Parce que c'est ça le but de ce système. C'est ça le but de l'hypnose. Pourquoi, quand quelqu'un est hypnotisé, on lui fait n'importe quoi? On lui fait faire n'importe quoi. Vous avez vu les spectacles de Mesmer ou les agressions sexuelles de Gérard Miller. Quelqu'un d'hypnotisé, on lui fait faire n'importe quoi. Donc, accepter de maintenir de la lucidité au sein de l'illusion, c'est ça la vraie solution, les amis. C'est de dire, oui, la drogue, Biden, Trump, vous avez vu, Al-Joulani, le Mbappé, oui, pas de problème. Mais en fait, c'est pas le sujet. En fait, je veux être lucide dans cette volonté que le système a de m'hypnotiser. C'est comme le serpent K dans le livre de la jungle, et confiance, croise en moi. Eh ben non, on va pas le regarder dans les yeux. Ce qu'on va regarder du serpent K, c'est l'autre bout de sa queue. Et je ne parle pas de Benjamin Griveaux. C'est l'autre bout de sa queue. Parce que l'autre bout de sa queue, il ne nous hypnotise pas. Pourtant, on n'ignore pas que le serpent essaie de nous hypnotiser. Et que si on le regarde dans les yeux, ça peut être très dangereux pour nous. C'est ça ce que nous apprend le livre. C'est qu'il nous apprend à accepter l'idée qu'on veuille nous hypnotiser. Parce que le serpent est plus fort que nous. On est comme Mowgli, on est trop petit, ça va pas. Mais si on regarde la queue du serpent, on peut s'en sortir. Et on ne va pas être hypnotisé. Et la lasagne, plutôt que la regarder couche par couche, on va prendre du recul. Et on va dire, oui, effectivement, c'est un plat de lasagne avec plein de couches. On sait ce qu'on a dans l'assiette, mais on a du recul. On n'est pas comme ceux qui ne voient qu'une seule couche, tu sais, qui sont tout proches de leur assiette et qui ne comprennent pas que c'est une lasagne. Donc, le livre est très important là-dessus. Et enfin, les amis, pour finir là-dessus, je vous disais tout à l'heure que ce livre m'a permis de mettre des mots encore plus précis sur le travail que je mène avec Juste Milieu. Vous connaissez un peu ma démarche, il y a certaines petites choses et tout ça. Mais là, vraiment, il y a 2 pages, sans le savoir, où je me suis dit, c'est pas possible, l'auteur, il parle de nous. Il parle de la communauté Juste Milieu, c'est pas possible autrement. Je vous lis page 90-91. Peut-être que je me le ferai tatouer sur le cul parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me plaît et qui est vraiment dans l'ADN de ce qu'on essaie de faire. Dites-moi dans le chat et en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous évoque un peu le travail de Juste Milieu et les raisons pour lesquelles vous êtes là et peut-être le rapport intellectuel que vous avez aux choses et que vous essayez d'appliquer au quotidien. Je vous lis. Et écoutez bien les termes parce qu'en plus c'est assez rigolo le clin d'œil. La souveraineté perceptuelle peut être mieux comprise comme une forme radicale d'ouverture à la multiplicité du réel. Contrairement à la notion traditionnelle de souveraineté, fondée sur le contrôle d'un territoire défini, qu'il soit physique ou mental, la souveraineté perceptuelle fonctionne grâce à sa capacité d'expérimenter simultanément des réalités contradictoires sans avoir besoin de les dépasser en une synthèse cohérente. C'est précisément cette capacité à habiter la contradiction, non pas comme une limitation mais comme une ressource, qui la rend potentiellement subversive par rapport à la logique hypnocratique. Alors que le système cherche à optimiser et à normaliser l'expérience par la modulation algorithmique, la souveraineté perceptuelle cultive activement l'expérience du paradoxe, de l'ambiguïté et de l'inefficacité. Il ne s'agit pas simplement de démasquer la manipulation, mais de développer une forme de conscience qui s'épanouit précisément dans l'impossibilité d'une perception définitive ou correcte. En ce sens, la souveraineté perceptuelle représente une inversion de la logique hypnocratique. Au lieu de chercher à imposer un ordre au chaos de la perception, elle embrasse ce chaos comme une source de liberté.
Il s'agit d'une forme de souveraineté réalisée non pas par le contrôle, mais par l'abandon délibéré du contrôle, non pas par la résistance à la manipulation, mais par la capacité à transformer la vulnérabilité à la manipulation en un outil d'exploration et de création. Alors, je ne sais pas si ça vous a évoqué quelque chose, les amis, mais vraiment, je me suis dit, c'est ça. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut faire chez Juste Milieu. C'est ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un Juste Bistrot, je vous avais parlé de la souveraineté individuelle, du concept de souveraineté individuelle, où chacun, avant de vouloir la souveraineté de la France, doit être souverain lui-même. Alors après, ça peut amener vers, par exemple, des logiques de survivalisme, où on va dire, bah tiens, on est indépendant, on a des filtres à eau, on a ce qu'on veut, machin et tout. Ça, c'est une sorte de souveraineté, on va dire, en termes d'alimentation, en termes de ressources. Mais il y a la souveraineté intellectuelle, qui est de dire, bah en fait, non, je veux construire mon idéologie, je veux construire mes raisonnements, je veux être imperméable à ce qu'on essaie de me mettre dans le crâne. Et bien, là, l'auteur parle de souveraineté perceptuelle, et vraiment, ça m'a évoqué la démarche qu'on essaie de faire, qui est de dire, en fait, le vrai danger, c'est de trouver du sens. Le vrai danger, c'est d'essayer de raisonner sur les comportements de Macron, sur les comportements de Bayrou, on en parlait tout à l'heure. Le vrai danger, c'est ça. Le vrai danger, c'est de refuser le chaos. Pardon, oui, c'est ça. Le vrai danger, c'est de refuser le chaos. C'est de refuser l'idée que tout ça n'ait pas de sens, au fond. Ou en tout cas, pas celui qu'on veut nous mettre dans le crâne. Le vrai danger, c'est de répéter tout le temps ce qu'on dit. C'est-à-dire de commenter la couche de réalité qu'on nous a mis dans les yeux en disant « Ouais, Macron, il est pas bien, Macron, il est drogué, machin. » Le vrai danger, c'est ça. Et en fait, regarder ce chaos en l'embrassant, en l'acceptant, et chercher notre salut dans ce chaos, c'est la vraie solution. Je pense franchement qu'intellectuellement, c'est la vraie solution. Déjà, c'est la solution qui ne nous rend pas fous. C'est la solution qui ne nous rend pas hypnotisés. Ce système est trop fort. On a accepté l'idée. C'est ça le chaos. Mais pour autant, dans ce chaos, on va pouvoir faire germer certaines choses. On va y mettre des fleurs, on va mettre des choses jolies, on va y mettre de l'amour, on va y mettre de la camaraderie, on va y mettre du rire. Parce qu'au fond, la vraie folie serait de chercher du sens, serait d'analyser pour se rendre compte qu'en fait, tous les lundis, tous les jours, on ne fait que répéter que le système est fou. Lundi, Macron, il est fou. Mardi, Macron, il est fou. Mercredi, il est fou. Mais qui est le plus fou dans l'histoire? Est-ce que c'est Macron dont la folie n'a plus besoin d'être prouvée? Ou est-ce que c'est celui qui commente l'action de Macron en s'attendant à un résultat différent? Et la solution qui est proposée par le bouquin, et que je vais essayer de vous proposer de plus en plus à travers Juste Milieu, la vraie solution, c'est de faire un pas de côté, d'être conscient du chaos, d'être conscient de la folie de Macron, mais d'accepter que notre salut ne passera pas par un commentaire répétitif qui contribue à l'hypnocratie, donc qui à terme donne victoire au système. La vraie solution, c'est de dire je vais me sortir de ce chaos en regardant un livre, en écoutant de la musique, en allant au cinéma, en faisant de la peinture, en faisant du jardinage, en allant au boulot, tout simplement, mais en arrêtant de vouloir chercher de l'ordre au chaos. Et la vraie solution, c'est d'aller parler à son voisin, qui peut-être lui est dans le chaos, peut-être lui est dans l'hypnose. Votre voisin qui est pro Mélenchon, ou pro Le Pen, ou je ne sais quoi, et qui va vous dire « Ah oui, mais toi, t'es pas comme ça, donc t'es fou. » Et tu vas lui dire « Écoute, peut-être, je ne sais pas pourquoi t'es comme ça. Pourquoi tu penses ça? Tiens, c'est intéressant. » Donc, l'acceptation du chaos, c'est aussi l'acceptation de la vie des autres, l'acceptation de ce qui contribue à ce chaos, ce qui construit ce chaos, l'acceptation de l'opinion des autres. Parce qu'au fond, on a compris que notre opinion était basée sur le chaos, était basée sur quelque chose de parfaitement instable. Et que une opinion solide, une opinion correcte, ça ne peut pas exister dans un monde aussi fou. Donc la sagesse, c'est de dire ce monde est beaucoup trop taré pour avoir une opinion arrêtée. Donc allons discuter avec ceux qui ont des opinions arrêtées, qui de toute façon ne seront pas la nôtre. De toute façon. Parce qu'on a des opinions, mais on a accepté l'instabilité de ces opinions dans un monde qui ne cesse de bouger. Donc, les amis, je pourrais vous parler de ce livre pendant des heures parce que vraiment, il m'a passionné. J'ai essayé de vous faire quelque chose, j'espère, de plutôt concret. Dites-moi en commentaire et dans le chat si ça vous a plu. Et vraiment, vraiment, les amis, je vous donne mon adresse mail. Vous la connaissez de toute façon, c'est Rémy, R-E-M-Y, @juste-milieu.fr. Elle est en description des vidéos YouTube. Elle est, là, je vous la donne dans le chat Twitch en direct. Et vraiment, j'aimerais que vous lisiez ce livre. Vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas votre prof de français. Hein. De toute façon, vous êtes beaucoup trop vieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Juste Milieu, je veux aussi que ce soit une communauté avec des gens exigeants.
avec des gens qui acceptent que regarder les vidéos YouTube, c'est bien, ça fait des vues et des abonnés, donc je ne vais pas vous dire le contraire, mais que la réflexion, le changement vient par l'action. Ne soyez plus passif. Aujourd'hui, ce livre, j'ai envie que vous le lisiez. J'ai pas envie de vous en parler juste pour faire des vues. J'ai vraiment envie que vous alliez lire ce livre. Que vous soyez exigeant envers vous-même, que vous vous disiez « Oh, il fait chier, oh, j'ai pas envie », eh bien, il faut le faire. Parce que au fond, lire ce livre, c'est déjà s'engager dans l'action. Déjà comprendre que le changement va par là, va par l'action. Arrêtez d'être passif. La vidéo juste milieu, je veux que ce soit une amorce. Mais ne soyez pas juste passif à dire « J'ai vu la vidéo, j'ai compris le livre ». Vous n'avez rien compris si vous n'avez pas lu ce livre. Donc vraiment, les amis, lisez-le. Je vous donne mon adresse mail. Écrivez-moi à tous ceux qui l'ont lu. Ce sera un plaisir de papoter avec vous, de vous répondre. Peut-être que vous n'aimerez pas, hein, c'est possible aussi. Mais l'action, c'est aussi ça, les amis. Donc j'aimerais voilà, si je peux me permettre de vous demander ça, j'aimerais qu'on puisse illustrer la démarche qui est dans l'action, qui est de sortir des algorithmes, d'arrêter de se soumettre à cette hypnocratie. Et ça commence par là. Ça commence par faire des actes, par faire des choses hors des plateformes, hors des algorithmes. Et lire un livre, c'est déjà ça. Donc je vous invite vraiment à faire ça, les amis. Et tout le monde va comprendre. Tout le monde va comprendre. J'en réponds comme de moi-même. Tout le monde va comprendre. Et non, c'est pas compliqué. Non, la philo, ça fait pas peur. Et non, la lecture, c'est pas compliqué. Vous allez kiffer. Je vous jure que vous allez kiffer et que tout le monde peut comprendre et qu'il n'y a aucun problème. Donc voilà, les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui.